BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Nous sommes de retour, de quoi je me mail, toute l'actu tech, vous le savez, le week-end, le dimanche matin sur BFM Business à la radio, à la télé, et puis sur 01 TV. On va prendre le temps maintenant pour découvrir deux nouveaux produits que beaucoup d'entre vous attendent. En tout cas, si vous êtes plutôt sensible à la technologie, à l'innovation signée Apple. C'est le nouvel iMac, M1 24 pouces et le nouvel iPad Pro. Et pour en parler, nous avons l'expert de 01net. C'est Pierre Fontaine qui est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour François. Et bienvenue dans De quoi je me mêle. Pierre Fontaine qui a publié les deux tests. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur ces deux nouveaux produits, une seule adresse, 01net.com, et vous avez à la fois le test donc de ce nouvel iMac et de l'iPad Pro. On va prendre une vingtaine de minutes, Pierre, pour parler des avantages, des inconvénients, de cette petite révolution technologique quand même malgré tout. Là, elle est palpable. Alors, elle était déjà arrivée sur certains Mac portables, mais on va dire que c'est le premier iMac avec cette nouvelle structure et ce nouvel... le premier Mac qui est redesigné. Complètement redesigné, parce que ça faisait des années qu'il ne bougeait pas en fait, l'iMac. Oui, si on est méchant, on peut dire que les premiers éléments de design de l'iMac tel qu'on le connaissait jusqu'à présent remontent à 2009 avec l'Unibody. Après, c'est la forme arrière un peu en goutte d'eau, tout ça, c'était 2012. Donc, on va dire quasiment 10 ans, on doit mouiller, on fait une moyenne des deux, sans changement de design marquant. Ouais, ça faisait long, effectivement. Alors, si vous êtes avec nous à la télé, vous le voyez, c'est vraiment une petite révolution par rapport aux anciens iMac. Alors, toute proportion gardée, ça reste un ordi avec un écran. Mais malgré tout, si on le compare au précédent, on se rend compte que déjà la taille, petite révolution, 24 pouces, c'est tout nouveau chez Apple. C'est à la fois nouveau et ancien, parce qu'on avait, il y a déjà eu des iMac 24 pouces, mais qui était le grand format à l'époque. Oui, c'est ça. Qui a été remplacé par le 27 après. Voilà, alors là, effectivement, il remplace les iMac 21,5 pouces. Alors, on l'appelle 24 pouces parce que c'est le format boîtier. Alors, si on regarde, l'écran ne fait que 23,5 pouces, donc on gagne 2 pouces. Il a sorti son double décimètre. C'est ça, j'ai mesuré en tout cas, j'ai passé la nuit dessus. Donc, à 24 pouces, effectivement, beaucoup plus fin parce qu'il fait 1,15 cm d'épaisseur. Et c'est une épaisseur constante, vu qu'il est, j'allais dire, parfaitement parallélépipédique. Peut-être que quelqu'un fait avec des relevés au laser me dira que non. Mais voilà, il est effectivement... grosso modo, c'est un peu le design qu'on connaît sur les iPad Pro depuis quelques années, appliqué à l'iMac. Voilà. Alors, avec plein de révolutions, déjà, cette finesse... cette moindre épaisseur cache quand même une vraie évolution technologique à l'intérieur. On va en parler dans un instant, mais aussi, si vous le voyez, parce que Pierre nous a fait la gentillesse d'apporter cet iMac sur le plateau de quoi je me mêle, c'est la couleur. On a un iMac bleu. Oui. Et ça, alors pour ceux qui suivent les iMac depuis longtemps, ça va rappeler les fameux iMac boules, un petit peu arrondis, qui étaient en plastique à l'époque, qui étaient colorés, légèrement transparents, qui a été une des révolutions du retour d'Apple aux affaires. Grâce à Johnny Ive à l'époque, grâce à Steve Jobs, grâce à un renouveau, une façon de penser. C'était en quelle année ces Mac bombés comme ça, multicolores? 97, 18, Donc 18, oui. C'était aussi la célébration du retour de Steve Jobs à la tête d'Apple, en fait. Oui, ça a été alors un travail conjoint. C'était, on va dire, la naissance du duo Steve Jobs, Jonathan Ive. C'est dingue, avec une volonté de faire un petit peu ce qui avait été fait avec le Macintosh à l'époque, parce que grosso modo le Macintosh c'était un tout en un aussi, et de s'éloigner un petit peu de la tour toute beige, toute moche. Oui, de révolutionner un peu l'informatique personnelle. De le rafraîchir, de faire que c'était beaucoup plus facile. Il y a une poignée au-dessus pour le transporter. Il y avait plein de petits détails qui à l'époque, si vous avez eu la chance de les voir et de les utiliser, c'était bien changé la donne. Bien sûr. Donc là, des couleurs nouvelles. Alors il y a le bleu sur le plateau. Il y en a 7. Sur les deux modèles haut de gamme, il y en a 7. Sur le modèle d'entrée de gamme, il y en a un petit peu moins. Mais il y a plein de choses en moins sur le modèle d'entrée de gamme, à partir qui coûte 1 449 €. Et à partir de 1 669 €, on a le droit
à tout. À tout. C'est la totale. C'est la totale. Voilà. Donc plusieurs couleurs, il y a de l'orange, il y a du rose, il y a du Ouais, vert, il y a du bleu. rose, bleu. Il y a une couleur plus traditionnelle qui est grise. Hein, oui, c'est ça voilà, argent. Argent, on dit chez Apple, on dit argent. On dit argent. C'est tellement important l'argent pour eux. Ils appellent ça. Enfin voilà. Et donc, on a du rose aussi. Voilà. Donc il y a effectivement un bel ensemble de couleurs. Et en fait, d'ailleurs, c'est assez amusant parce que si vous vous souvenez de l'iMac Tournesol, au moment du lancement de l'iMac Tournesol, Steve Jobs avait dit c'est un hub numérique, on le place au cœur du salon, on le place partout, c'est un ordinateur qui a sa place partout. Et avec ces iMac-là, qui sont effectivement très design, plus colorés même derrière que devant, Apple reprend un peu ce discours en disant c'est le tout en un qu'on met partout, qui est pour toute la famille, qui peut être aussi bien dans le salon, la chambre du petit dernier, que dans la cuisine. Et grâce à l'intégration avec l'univers iPadOS, iOS, vous commencez à regarder une recette de cuisine sur votre iPhone. Hop, grâce à Continuity, vous passez sur votre iMac. Et comme ça, vous avez un plus grand écran, c'est plus confortable pour regarder la vidéo, suivre les trucs. On peut faire depuis des années, d'ailleurs. Ce qu'on peut faire depuis des années, c'est vrai. Mais voilà, donc là, cette entre guillemets, cette finesse, cette couleur un peu vive qui apporte un petit peu de joie, un petit peu de... C'est beaucoup moins austère que l'argent habituellement. Comment on arrive, Pierre, à avoir un produit aussi fin aujourd'hui ? Et là, on attaque évidemment toute la révolution technologique qu'a entamé Apple. Non, en fait, c'est pour ça qu'on le disait tout à l'heure en introduction, cet iMac est le premier Mac qui a été repensé en termes de design grâce et autour de la puce M1 qui est la première puce Apple Silicon conçue pour les Mac. Alors elle est conçue pour les Mac, mais on la trouve aussi dans les iPad Pro de dernière génération. Mais donc c'est effectivement le premier effort hors Apple A-X, c'est-à-dire A11, A12, A13, A14, on trouve dans les iPhones et dans les iPads jusqu'à présent. Ouais. C'est le premier effort pour faire un SoC, c'est-à-dire une puce qui contient à la fois le processeur, le GPU et un réseau neuronal. GPU, c'est la carte graphique. Voilà, c'est effectivement c'est la carte graphique qui est conçue pour les ordinateurs portables donc et de bureau. Mais il faut bien rappeler que c'est une puce d'entrée de gamme. C'est pour ça que jusqu'à présent, les gammes où on a, entre guillemets, pas entrée haut de gamme, par exemple, le MacBook Air est totalement passé au M1, alors que le MacBook Pro 13 pouces, qui a de l'entrée de gamme et du haut de gamme, seule la partie entrée de gamme est passée au M1. Parce Apple estime, grosso modo, que c'est une puce qui peut remplacer les Core i3 et les Core i5 d'Intel, mais pour les Core i7 et Core i9, il faudra attendre un M2 peut-être, si c'est son nom, qui sera plus puissant, qui aura plus de cœur, qui gérera plus de mémoire vive. Et donc, pour l'instant, on voit arriver ce M1 dans toutes les machines d'entrée, tous les Macs d'entrée de gamme. Voilà. Donc, on va dire que cette révolution, cette technologie, en fait, qu'est-ce qu'elle apporte et qu'est-ce qu'elle enlève aux utilisateurs ? Parce que finalement, c'est ça le plus important. Ouais. Alors, on le voit, ça apporte un design plus fin, mais est-ce que ça apporte plus de performance, plus de souplesse aussi ? Alors, la force de cette puce, en fait, c'est que pour l'instant, elle offre un ratio puissance-consommation électrique imbattable, ou en tout cas imbattu a priori, et ça a une importance même dans un iMac, parce qu'une puce qui est puissante en consommant peu va chauffer assez peu en fait, même si on la sollicite beaucoup, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de lui mettre des gros calodieux, qu'on n'a pas besoin de lui mettre des gros ventilateurs, on peut la mettre dans un boîtier fin, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de place pour se refroidir, ce qui fait qu'effectivement on arrive à un boîtier d'iMac beaucoup plus fin. Donc c'est la première chose, c'est de la puissance pour peu de consommation et peu de place pour la refroidir. Le deuxième apport, effectivement, c'est qu'avec Big Sur, Apple a beaucoup travaillé à optimiser la façon dont les applications sont gérées au niveau de l'architecture du processeur, et on a l'impression que les applications se lancent plus vite. Enfin, c'est même pas une impression, elles se lancent plus vite, elles sont plus réactives. Tu l'as senti, là, toi, dans ce test, parce que évidemment, tu travailles sur ce type de machine. L'avant, l'après, c'est quelque chose qui est flagrant. Sur les... Alors, maintenant, j'allais dire, ça fait quelques temps, je ne vais pas être blasé, mais effectivement, les premiers Mac M1, MacBook Pro, MacBook Air et Mac Mini sont sortis en novembre dernier.
et j'ai la chance de travailler sur un MacBook Pro M1 depuis. Mais effectivement, dans les premiers temps, on sent cette rapidité, au point d'ailleurs que, alors juste pour faire très très rapidement la technique, jusqu'à présent on avait des processeurs Intel d'architecture x86, et ce qui veut dire qu'on retrouve dans les PC sous Windows. Voilà, qu'on retrouve dans les PC sous Windows, la même architecture, de la mémoire vive, voilà, etc. Enfin bref, qui ont pris place dans les Mac depuis 2005-2006, donc il faut des applications qui sont conçues pour ces processeurs, qui sont compilés pour ces processeurs. Et quand on arrive sur un M1 qui est une puce ARM, donc il y a un autre type d'architecture, on a CISC d'un côté et RISC de l'autre, les instructions, la façon de fonctionner de l'application et du processeur sont différentes. Donc on est obligé d'émuler, quand l'application n'est pas native, quand elle n'est pas conçue pour le M1, on est obligé de l'émuler, et normalement on perd de la vitesse d'exécution. Et les M1 ont tellement été optimisés grâce à l'intégration matérielle et logicielle d'Apple qu'on a certaines applications non natives sur les M1 qui se lancent plus vite que sur un iMac Intel. C'est dingue. Ce qui est, moi quand j'ai fait le premier test du premier Mac M1, je les ai refait plusieurs fois parce que lui c'est pas possible. J'avais testé les premiers Mac Intel avec le premier Rosetta, le premier émulateur, où parfois on avait des lenteurs, c'était assez pénible, et je me suis dit c'est pas possible qu'ils aient réussi ça. Et en fait, si. Donc effectivement, il y a parfois des applications qui marchent pas, des applications très spécifiques. Ça aussi, c'est important. J'achète un iMac aujourd'hui, nouvelle génération. Est-ce qu'il faut que je me pose la question de la compatibilité des logiciels que j'utilise au quotidien? Alors pour l'immense majorité, Word, Chrome, tous ces trucs-là, Teams, machin, tout ça, ça marchera, on est d'accord. Alors, soit qu'elles soient déjà passées, elles aient été adaptées, portées pour fonctionner nativement, c'est-à-dire sans émulation sur M1, soit qu'elles soient entretenues régulièrement, qu'elles aient évolué dans leur façon d'être développées et codées au fil du temps, et que donc l'émulation se passe bien. Et puis, alors après, effectivement, il y a des cas particuliers. Il y a quelques warnings quand même, malgré tout. Certaines applications professionnelles, certaines applications un petit peu anciennes, avec ce qu'on appelle le legacy code, c'est-à-dire du code de développement très très vieux, qui peuvent effectivement parfois poser problème. Mais alors là, pour le coup, c'est du cas par cas. Alors il y a des sites qui ont été mis en place par des développeurs qui listent les applications. On peut trouver très facilement sur Internet. On tape dans Google 2-3 mots-clés, M1, logiciel, etc. et on les trouve. Alors, on est en passe de sortir d'une pandémie qui a été quand même assez dramatique, mais aussi qui a montré les forces et les faiblesses en fait de tous ces géants de l'Internet. Est-ce que cette machine a été pensée pour le télétravail ? Est-ce que certaines choses ont été améliorées pour justement entamer peut-être cette nouvelle vie pour certains d'entre nous ? Alors, je pensais notamment à la caméra, parce que c'est vrai que sur les iMac, pour en avoir un d'ancienne génération, la caméra, c'était effectivement quand même horrible. S'il y a un truc positif à retirer de cette pandémie, c'est qu'Apple s'est rendu compte que ces webcams n'étaient pas terribles. Non, c'est la réalité. Donc là, pour juste se concentrer sur la webcam, c'est une webcam 1080p, donc Full HD, et qui tire surtout parti de l'ISP, c'est-à-dire le processeur de traitement de l'image qui est intégré au M1. Et en fait, ce processeur, il va prendre le signal, c'est-à-dire les images qui sont filmées par la caméra, il va les traiter automatiquement pour les améliorer, pour la balance des blancs soit meilleure, pour que les traits de la personne soient plus nets, etc., etc. Et donc, effectivement, il y a un net progrès en lumière, conditions de lumière normale, c'est flagrant. Bon, meilleure définition, donc. Oui, la définition est meilleure vu que c'est du 1080p. On était à 720 avant, je crois, sur les précédents iMac, ce qui quand même. C'était un peu un oublié, on va dire. Ouais. Et donc meilleure définition, et puis derrière un meilleur traitement numérique, logiciel, par un traitement logiciel et matériel de l'image qui fait que c'est. Donc tu fais des visios avec une super qualité. Voilà, c'est de bien meilleure qualité. Alors effectivement, quand on se filme de nuit dans une pièce où le seul éclairage c'est l'écran.
La qualité de l'image se dégrade, Oui, c'est mais évident, mais on ne fait pas des visioconférences Apple ne professionnelles. révolutionne pas, mais revient au niveau, Voilà, on va dire, des PC. de On ce va point-là, dire. la qualité est bonne. Par ailleurs, autre argument intéressant quand on fait du télétravail, effectivement, il est compatible Wi-Fi 6, ça a toujours son intérêt. Si vous avez un routeur Wi-Fi 6 et que vous avez Pas beaucoup Wi-Fi 6E, attention. Non, Hein, pas Wi-Fi 6. Wi-Fi donc 6. c'est du Wi-Fi 6. Pour l'instant, les puces, voilà. Captation sonore, micro, Ouais. haut-parleur. Alors le micro, ils déploient pareil les micros qu'ils ont peu à peu développés, notamment à partir du MacBook Pro 16 pouces, qui sont, il y a 3 micros qui prennent mieux le son de manière son meilleur. claire. Voilà. Et les haut-parleurs. En fait, les haut-parleurs, il y a un ensemble de 6 haut-parleurs avec la bonne technologie qu'ils avaient développée pour le MacBook Pro 16 pouces, où les haut-parleurs de basse sont en opposition pour supprimer les vibrations. Ce qui fait que, alors, vous n'allez pas sonoriser une boîte de nuit avec, mais si vous voulez mettre c'est la pas musique, l'objectif. Hein. Voilà, non. Enfin, si mais vous êtes voulez... vous achetez ça pour sonoriser votre boîte de nuit, branchez quelque chose enlevez les derrière. boules de caisse. C'est ça. Mais non, il est possible, en poussant le son, il y a un son qui est, sans être extraordinaire, plutôt de bonne qualité, et surtout il n'y a pas ces vibrations parasites qu'on a parfois quand on pousse un peu trop le son sur un appareil. Les accessoires, importants. Nouveau clavier, qui a l'air plus compact. Tout à fait. Ça, Ouais. Alors la compacité, oui, effectivement, les derniers, en fait, là on a droit maintenant au Magic Keyboard, qui est le remplaçant des claviers papillons qu'on n'avait pas eu sur les iMac jusqu'à présent. Donc il y a 3 itérations de ce Magic Keyboard. Il y en a une entre guillemets, donc tous sont sans fil, tous sont Bluetooth. Le premier, c'est un Magic Keyboard, on va dire un peu tout bête, avec donc une course plutôt agréable, assez compacte et réactive. Quelques nouveautés en termes de boutons. On a par exemple un bouton pour Spotlight, qui est le moteur de recherche de macOS. On a un bouton emoji pour si on veut mettre des emojis dans ses messages. Et on a un bouton verrouillé. Ça, c'est la première version. La deuxième version devient bien plus intéressante parce que, bien qu'il soit sans fil, vu qu'il est Bluetooth, il y a une touche Touch ID qui est intégrée, alors qui va permettre, comme sur tous les ordinateurs ou les iPhones où il y a Touch ID, de s'identifier pour déverrouiller sa session, ne pas avoir à saisir un mot de passe sur un site web, ou quand on veut installer un logiciel. Pour payer aussi, peut-être ? Pour payer, avec Apple Pay, bien sûr. Cool. Donc ça, c'est un truc intéressant. Mais il y a aussi un truc qui est bien avec ce Touch ID, c'est que quand on l'utilise, et qu'il y a plusieurs utilisateurs sur l'ordinateur, on peut basculer d'une session à une autre simplement très rapidement. En posant son doigt. Voilà. Alors, je vais prendre des pincettes parce que moi, quand je l'ai essayé, je me suis créé plusieurs comptes avec plusieurs doigts, évidemment, pas que des doigts. Parce que tu as plusieurs doigts, ça c'est quand même. J'en ai. Sur moi, j'en porte généralement 10. Une dizaine, ouais, c'est ça. Parfois plus, parfois moins, parfois de main gauche, mais en règle générale. Voilà, donc j'ai fait des essais. Alors parfois ça marchait très bien. J'étais là, paf, j'appuyais et hop, quelqu'un d'autre appuyait, ça passait. Et parfois je me retrouvais sur la fenêtre de choix de session et il fallait que je rechoisisse et que je déverrouille. Mais bon, peut-être petit bug de... Petit bug peut-être. En tout cas, voilà, c'est vrai que c'est bien quand on veut passer rapidement à l'autre. Et donc le troisième modèle de clavier, pour ne pas l'oublier, c'est avec un pavé numérique rajouté. Voilà, parce qu'il y en a qui aiment bien ça. Si vous faites beaucoup d'Excel et ce genre de choses, c'est vrai que c'est pratique. Voilà. Qu'est-ce qui est en option ? Parce qu'on sait que chez Apple, tout est en option. Quand on achète un iMac, qu'est-ce qu'on a comme clavier ? On a un clavier déjà. Oui, bien sûr, on a un clavier. Sur le modèle d'entrée de gamme, 1449 €, on a le modèle de base. Sans le Touch ID. Sans le Touch ID. Et quand on achète à partir de 1669 €, on a le clavier sans le pavé numérique, mais avec le Touch ID. D'accord. Voilà. Et le clavier pavé numérique, c'est une option, j'imagine. Voilà, c'est une plus payante dont le surcoût m'échappe, mais qui est accessible sur tous les modules, sur tous les iMac d'ailleurs. Si on veut avoir l'entrée de gamme et avec le pavé numérique, on peut l'avoir aussi. Très bien. Les prix, juste pour 1449, 1669, 1899. Voilà. Grosse différence de puissance entre l'entrée et l'entrée de gamme et le haut de gamme. L'entrée de gamme a plus de mémoire vive, j'imagine, plus de stockage. Oui, alors l'entrée de gamme a un M1 avec 8 cœurs pour le processeur et 7 cœurs pour la puce graphique. Après, c'est 8 cœurs et 8 cœurs. Et la différence se fait sur le stockage. D'accord. Et tous sont à 8 Go. Est-ce qu'on peut jouer maintenant avec ce type de machine, Pierre ? Alors, oui et non. Est-ce que, par exemple, il y a Steam ? Oui, bien sûr.
Mais ça fait longtemps qu'il y a Steam sur les Mac. Alors le catalogue. Mais est-ce qu'il est émulé Steam ou est-ce qu'il est en natif sur M1 C'était ça ma question. Il est émulé aux dernières nouvelles. Je crois pas qu'il. J'ai pas le checké, mais aux dernières nouvelles, il était émulé. Alors c'est pas l'application qui se lance le plus vite, mais effectivement, on peut jouer aux jeux qui sont disponibles pour macOS, bien sûr, ce qui est à dire un catalogue qui est bien moins important que le catalogue pour Windows. Parce que tu me parles de tout à l'heure, cette débauche de puissance à la fois donc la puissance brute et la puissance graphique. On peut se dire que demain, finalement, bon. Alors sur les Mac M1, on peut jouer à des jeux un petit peu vieux, par exemple un Tomb Raider, les différents Tomb Raider de Crystal Dynamics, on peut y jouer en Full HD, en mettant tout à fond à plus ou moins 40 images par seconde, donc c'est très fluide, ce qui est correct. Pas de souci. Après, si on trouve des jeux plus récents et qu'on pousse graphiquement, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Et puis il y a aussi l'offre Apple Arcade avec pas mal de jeux, genre Fantasia, le dernier jeu produit. Alors c'est plus du casual gaming là, on va dire. Hein. Ouais, c'est dans l'esprit Final Fantasy, avec des graphismes qui sont jolis, sans non plus tomber à la renverse. Donc voilà, mais effectivement, on a du casual gaming à des jeux un peu plus sérieux dans Apple Arcade. Voilà. Donc on peut jouer, mais c'est pas une machine de gamer. Voilà. L'iMac donc, son principal défaut, à ton avis? Pour terminer, après on passe à l'iPad Pro. Très franchement. Au-delà de la question des prix qui sont toujours un petit peu élevés chez Apple, mais bon, là, on a un peu le défaut, on va dire, inhérent chez les produits Apple. Effectivement, on achète un produit qui est bien fini, qui va bien vieillir généralement. Il n'a pas de défaut majeur, à mon sens. Il a tendance à ventiler un petit peu plus que les autres Mac avec une puce M1, mais je crois que c'est de 35 décibels, donc c'est rien, quoi. On pourrait imaginer avoir un iMac plus grand. On parle d'un 32 pouces, ça te paraît cohérent, ça même modèle en 32 Vu que l'objectif, c'est de remplacer le 27 pouces, et que là, on a gagné des pouces. Oui, bien sûr, j'espère en tout cas que l'iMac plus costaud, ça sera un 32 puissant, pouces. Sera un 30 ou 32 pouces. Et là, ça va être la claque quand même. Ça va être super sympa. 32 pouces à 50 cm des yeux, ça risque de faire mal. Enfin, mal dans le bon sens, parce que évidemment, la qualité de l'écran, juste un mot là-dessus, c'est équivalent aux précédents écrans des iMac 27, etc. On est en termes de fidélité colorimétrique, de luminosité, tout ça, et contraste, on est dans les clous. C'est une bonne. De toute façon, les écrans des iMac étaient excellents. Généralement bon. Avec une définition. Mais effectivement, 5K, c'est pas une dalle mini LED pour te tendre une perche pour faire une transition. C'est ça le professionnalisme quand même. Non seulement il a 10 doigts, mais en plus, c'est un vrai journaliste qui sait faire les transitions. iPad Pro donc maintenant. Exactement. Voilà, on a 4-5 minutes pour en parler. Donc l'iPad Pro embarque aussi la puce M1 dont on a dit tout bien qu'on pensait. Voilà. Alors effectivement. C'est la même ? C'est la même. En fait, c'est ça qui est stupéfiant, c'est la même. Alors, vu qu'elle est dans un facteur de forme, un boîtier beaucoup plus compact, elle aura tendance à un petit peu baisser ses performances si on la sollicite longtemps, mais au quotidien... Ne serait-ce que parce que ça marche sur batterie, la plupart du temps, ce truc-là. Ça marche sur batterie, et puis le boîtier étant quand même hyper compact, et le fait qu'il n'y a pas de ventilateur, ça peut chauffer plus. Ça chauffe un peu plus, voilà. Donc la nouveauté, effectivement, c'est la puce M1 qui fonctionne, apporte toute la puissance dont on peut rêver sur un iPad Pro. Grosse différence avec l'iPad Pro de l'année dernière, qui était déjà un monstre de puissance. Oui, on gagne entre 40 et... alors ça dépend des tests, mais on va dire en moyenne, partie CPU, on est à peu près 40-60%, et partie GPU, entre 50 et 80%. Ouais, donc c'est pas anodin. Donc c'est un bon saut en avant. Et puis sur la partie intelligence artificielle, c'est-à-dire tous les programmes qui vont utiliser de la reconnaissance d'images, etc., il y a aussi un super saut en avant, à peu près du même ordre d'idée. Donc ça, c'est pour la puce M1 au pas de course. La deuxième nouveauté, effectivement, c'est la dalle liquide Retina XDR. C'est-à-dire que là on est dans le mini LED. Alors le mini LED, c'est pas une technologie d'affichage, c'est une technologie de rétroéclairage. Donc on a toujours une dalle LCD, c'est pas de l'OLED, mais derrière. Mais en gros, il y a plein de petits points. Il y a beaucoup plus de petits points blancs, de petits points lumineux. Voilà, l'éclairage est beaucoup plus fin, réparti en plein de zones contrôlables de manière très très fine, ce qui fait que on a beaucoup moins d'effets de blooming. Vous voyez, quand on a un fond noir et puis des lettres en blanc et que ça bave un peu.
Alors ça arrive encore un peu, mais franchement c'est plutôt bien contrôlé. Donc on a un taux de contraste qui est phénoménal, parce que sur la génération précédente on était autour de 1200 et là on est à 60 600. On voit la différence ou pas? Ouais, ou est-ce que c'est vraiment les graphistes qui vont pouvoir... Quand on regarde des films, quand on travaille on voit que les noirs sont plus profonds, on voit qu'il y a vraiment quelque chose d'apport en plus. Sachant que sur des contenus classiques, on a une luminosité qui est aux alentours de 600 candela par mètre carré, donc c'est plutôt lumineux, on peut travailler dehors. Et quand on regarde ou travaille sur des contenus HDR, on peut avoir des pics de luminosité qui montent beaucoup plus, et ce qui fait que c'est beaucoup plus confortable. Ça c'est le propre des dalles XDR chez Apple, c'est que ça répond quand même à un cahier des charges un peu professionnel, et ça permet justement aux professionnels de l'image d'avoir un cycle de production HDR de bout en bout. Par exemple, on est sur un photoshoot, on fait ses photos ou ses vidéos en HDR de la mort, on peut les regarder sur son iPad, vérifier que tout va bien, et quand on arrive sur son Mac Pro hyper puissant au studio, on a travaillé de bout en bout en HDR, il n'y a pas besoin de dire il faut que je repense. On a une cohérence, on aura la même qualité d'image en fait, la même vision. Alors, pour le grand public, ça l'intéresse si vous aimez regarder des films en HDR, si vous aimez ce genre de choses. Et puis il y a aussi le son Dolby Atmos qui est assez sympa, enfin l'effet Atmos. Après, c'est vrai que c'est surtout utile pour le grand public d'avoir cette dalle, le professionnel, d'avoir cette dalle XDR. C'est vrai que pour le grand public, c'est peut-être moins pertinent, d'autant que ça coûte combien, l'iPad Pro? Alors, le 11 pouces qui n'a pas la dalle XDR est à partir de 899, et le 12,9 pouces est à partir de 1289, je crois. Donc, 1200 et quelques. C'est-à-dire que voilà, et ça monte. On rajoute un chouïa et on se retrouve avec un iMac nouvelle génération. Sachant que soyons fous, on veut avoir 2 Teraoctets qui est le maximum, on veut avoir 16 Go de RAM qui est le maximum, on franchit allègrement les 2600 €. Et puis si vous voulez rajouter le Magic Keyboard pour en faire un PC de temps à autre, c'est 399 € de plus. Donc ça commence à... on peut dire d'une certaine manière, même si iPadOS est encore une limitation par rapport en termes d'ergonomie par rapport à macOS, on peut dire que c'est le Mac du futur ou le PC du futur, mais à quel prix? Oui, c'est ça. Voilà. Et puis, ça coûte même dans certaines configurations plus cher qu'un MacBook Pro, finalement. Oui, effectivement. Oui, mais c'est un usage beaucoup plus polyvalent. Oui, bien sûr. Avec des limitations encore ergonomiques, mais et professionnelles, bien évidemment. Bien sûr. Après, certains particuliers peuvent se l'acheter parce que c'est un super bon produit. Il y a une très bonne autonomie. L'autonomie en polyvalente passe le cap des 13 heures. Donc, ça veut dire qu'on peut partir la journée et travailler avec, il n'y a pas de souci. Alors, bien sûr, ce n'était qu'un petit apéritif de ces deux produits. Si vous voulez vraiment rentrer dans le détail, allez en profondeur. Les tests de Pierre Fontaine vous attendent sur 01net.com. Merci Pierre d'être passé par le plateau de quoi je me mêle. Toujours très intéressant d'avoir ta vision sur ces deux nouveaux produits. Ce de quoi je me mêle est terminé. Encore une fois, merci de nous suivre. Rendez-vous donc la semaine prochaine. Et puis d'ici là, non, je dis une bêtise, la semaine prochaine, il n'y aura pas de quoi je me mêle parce que pour tout vous dire, je m'octroie une petite semaine de vacances. Voilà. Mais on sera là donc pour le premier week-end de juin. Et d'ici là, portez-vous bien. À très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.